Dans le gros des films qu'on va voir au cinéma, films d'action, films d'aventure, films de guerre, films de super-héros, films de science-fiction, on y voit toujours une lutte entre le bien et le mal, entre des gentils et des méchants. Et depuis les débuts du cinéma, on en a vu défiler des gentils et des méchants. Et des méchants ou en couleur, on en a eu un sacré paquet. Car si le cinéma propose quelques types de gentils, des gentils un peu au style gendre idéal, parfait, comme Superman, ou des gentils au style plus politiquement incorrect, comme on a pu voir par exemple avec le personnage de John McClane dans la saga Die Hard, du côté des méchants, on a affaire à un éventail beaucoup plus large. On a des méchants qui font des trucs des méchants pour des questions de pognon, de pouvoir, pour des questions d'ego, de projet, de grandeur, etc., etc. Et nombreux sont les acteurs à avoir incarné des méchants avec talent, avec brio. D'ailleurs, j'imagine que le gros des acteurs prennent davantage de kiff à incarner des méchants plutôt que des gentils, car ils peuvent se lâcher. Pourtant, il existe un type de méchant, un genre de méchant très particulier où les acteurs se bousculent pas pour l'incarner. Je parle des vicieux, des vicelards. Vous savez, ce type de personnage absolument horrible, calculateur, sournois, sadique. Eh bien, quand on fait le ratio, on s'aperçoit que ce type de personnage n'a pas beaucoup en réalité dans le cinéma. Et quand il y en a très généralement, c'est dans des bons films, voire carrément des chefs-d'œuvre. Car jouer un vicieux, ça demande énormément de talent et énormément de prise de risque. Déjà, pour incarner un vicieux, il faut se mettre dans le mindset d'un vicieux, il faut savoir se mettre dans ses pompes, dans sa personnalité, il faut presque dégager une sorte d'aura maléfique. Et ça demande un très gros boulot en termes d'acting, car il faut généralement faire fi de son humanité. Mais là où c'est vraiment dangereux, c'est par rapport à la suite de la carrière de l'acteur qui incarne un vicieux, car c'est prendre le très gros risque, le risque d'être éternellement affilié à des personnages de vicieux. Par exemple, Billy Zane, il a joué dans plein de films, pourtant quel rôle on retiendra de lui ? Celui dans Titanic. Joe Pesci était excellent dans le gros des films dans lesquels il aura joué. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de lui principalement dans sa carrière? Son rôle dans Les Affranchis et dans Casino. Le public est en réalité beaucoup plus catégorique qu'on ne le pense, et ceux qui ont décidé d'incarner des rôles de vicieux, pas de chance pour eux, pour le gros d'entre eux, ça leur a collé à la peau. Longtemps, voire même pour toujours. Encore deux exemples, on va prendre Michael Rooker et Jeremy Renner. Saviez-vous que ces deux-là ont grave galéré dans leur vie? Jeremy Renner, il a eu une traversée du désert de presque 10 ans. Michael Rooker, ça a duré plus de 20. Quand vous pensez à Michael Rooker, vous le voyez en tant que Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie et en tant que Merle dans The Walking Dead. Et Jeremy Renner, quand vous pensez à lui, vous l'imaginez dans Avengers. Alors comment des acteurs de talent pareil ont pu être révélés aussi tard? Plus de 50 balais pour Michael Rooker et 40 balais quasiment pour Jeremy Renner. Eh bien parce qu'à leur début, ils ont incarné tous les deux des psychopathes. Jeremy Renner a incarné Jeffrey Dahmer, rien que ça, et Michael Rooker a joué dans Henry, portrait d'un serial killer, donc il a incarné un serial killer, et dans ces deux cas-là, on parle de serial killer vraiment glauque, vraiment horrible, des trucs qui vous foutent en bad. J'ai vu ces deux films, et croyez-moi, après ça, j'étais pas bien. Et le truc, c'est que le public, quand ils ont vu leur tronche après dans d'autres films, ils étaient pas bien, parce qu'ils reconnaissaient en Michael Rooker et en Jeremy Renner les rôles qu'ils avaient incarnés, les rôles les plus borderline qu'ils avaient incarnés jusqu'ici, et pas de chance pour eux, c'était leur premier rôle. Michael Rooker aura enchaîné les seconds rôles dans des séries, dans des films obscurs pendant une bonne vingtaine d'années. Jeremy Renner, de son côté, il aura enchaîné lui aussi les seconds rôles, voire carrément les caméos, comme dans Les Seigneurs de Dogtown, où on le voit 30 secondes. Il était tellement dans la hesse qu'il a dû doubler un PNJ flic dans le jeu vidéo Catwoman de 2004. C'est dire. Heureusement pour lui, Jeremy Renner a pu jouer dans Des Mineurs, le film qui l'a fait connaître et qui l'a fait exploser, ce qui lui a permis après de tourner dans Avengers. Et Michael Rooker a été révélé aux yeux du grand public sur le tard dans la série The Walking Dead, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, ces deux-là sont devenus des légendes, mais ils ont bien galéré dans la vie à cause des rôles qu'ils auront incarnés plus jeunes. Et pour cette vidéo, j'ai justement décidé de vous faire un petit top 10 d'acteurs qui ont incarné des personnages hyper vicieux, et le problème pour eux, c'est qu'on a vu que ça après. Bref, vous m'avez compris, dans ce top 10, je vais vous parler d'acteurs qui ont incarné des vicieux, des individus vraiment dégueulasses, fourbes, cruels, calculateurs, sournois, sadiques. Quelques-uns ont réussi à s'en sortir, d'autres ont capitalisé là-dessus, et d'autres ont vu leur carrière littéralement partir en morceaux, étant donné que, après ça, après ce type de rôle, ils n'ont pas pu faire autrement que d'être identifiés au rôle qu'ils auront incarné le mieux jusqu'ici, à savoir des vicieux. Installez-vous bien, on se retrouve dans les commentaires, c'est parti pour ce petit top 10 spécial acteurs les plus vicieux du cinéma. Pensez à vous abonner si vous kiffez le format, et je réitère encore une fois, à ceux qui ont l'habitude de me regarder régulièrement sans être abonnés, s'il vous plaît les ghost fags, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, ça m'apporte énormément. Let's go. En numéro 10, on va commencer avec un vicieux emblématique du cinéma, mais genre du cinéma avec un grand C, Rifki dans Midnight Express, un véritable chef-d'œuvre que je recommanderai jamais assez. Aux plus jeunes et aux moins jeunes. Rifki, c'est vraiment le type d'individu qu'on n'a pas envie de croiser en prison. Et puis là, d'autant plus qu'on est dans une prison turque. C'est quand même difficile de faire pire comme concept. Midnight Express, c'est l'histoire d'un jeune américain qui se fait gauler par la douane turque, il transportait de la dope sur lui, et il finit en zonzon, en prison turque. Naturellement, c'est un véritable enfer, il a aucune chance de s'en sortir, et il doit cohabiter avec Rifki, qui est juste dégueulasse à tous les niveaux. Physiquement, humainement,
spirituellement, tout ce que vous voulez. La spécialité number one de ce mec, c'est de pourrir la vie de tout le monde dans la prison. C'est une donneuse, une balance, un vicieux, un sournois, il n'hésitera pas à pendre le chat du pauvre John Hurt. Une scène qui va vous faire chialer, le passage, on voit le petit chat pendu dans la cuisine, et John Hurt découvre son chat pendu, c'était vraiment juste horrible. En tout cas, rassurez-vous, dans le film, Rifki finit très mal, et une chose est sûre, c'est vraiment le genre d'individu qu'on n'aimerait pas croiser si on a la malchance d'arriver en tôle. J'ai oublié le nom de l'acteur, excusez-moi, en tout cas c'est un acteur italien de très grand talent qui a su se fondre dans le personnage de Rifki, qui a su donner vie, donner de la malveillance à son personnage, et c'est super bien incarné. Alors on n'a pas affaire à un psychopathe, à un taré, vous savez, cliché, ni quoi que ce soit, comme on voit dans les films récents. Non, on parle d'un film des années 70, donc un film, on va dire, avec à stature humaine, un film réaliste, et c'est génial. Son jeu est génial, et absolument dégueulasse. En numéro 9, Frank Nitti, incarné par Billy Drago dans Les Incorruptibles. Alors Billy Drago, c'est vraiment l'acteur que j'aurais vu pour incarner le Joker. Il a vraiment la gueule pour incarner le Joker. Malheureusement, il nous aura quitté en 2019 suite à un AVC. En tout cas, le rôle qu'il a fait connaître, celui de Frank Nitti dans Les Incorruptibles, où il joue un porte-flingue pour la mafia de Chicago. Vous trouvez pas d'ailleurs qu'il ressemble un petit peu à Ethan Hawke ? En tout cas, Billy Drago était excellent dans Les Incorruptibles, on ressent bien le tueur vicelard, sournois, fourbe. On n'oubliera jamais la scène où il abat froidement Malone, une scène qui m'a vraiment déchiré le cœur. Et c'est vrai qu'il a su incarner ici un second rôle, un second couteau, vraiment mis en retrait, mais on sent qu'il est là. Il a une présence, il a un magnétisme, il dégage une aura maléfique, et c'est assez paradoxal quand on le voit à chaque fois à l'écran. Il est toujours habillé en blanc, très élégant, tout ça, mais c'est le véritable mal incarné, ce mec. Il porte sur sa tronche, dans son regard, sur ses lèvres, c'est le genre de gars qu'on n'a pas envie de croiser. Malheureusement pour lui, après ce film, il aura été relégué au second rôle, à des rôles pareils, un peu borderline, un peu extrême. Je me rappelle de lui dans La colline à des yeux, où il incarnait un des mutants. On le voit pas beaucoup, mais il est assez marquant à chaque fois qu'il apparaît. En tout cas, acteur grandiose qui a su jouer un vicieux, discret, oui, mais vicieux quand même. En numéro 8, le directeur de la prison des évadés. Alors, des vicelards dans le film, on en a pas mal. On a le capitaine Byron, qui est incarné par Clancy Brown, que vous avez déjà vu dans Starship Troopers. On a également le chef des sœurs, qui pareil est un sacré loulou. Mais le directeur de la prison, c'est quand même, niveau pourriture humaine, on atteint quand même des sommets. On n'oubliera jamais ses persécutions contre le pauvre Henry Dufresne. Imaginez le cauchemar, vous êtes dans une prison et comme directeur, vous avez le directeur des évadés. En maton, vous avez le capitaine Byron. Dans la cour, vous devez gérer des mecs comme ça. Et en plus, en compagnon de cellule, vous avez Rifki. Autant nous envoyer directement sur la chaise électrique sans éponge, ce sera plus humain. En numéro 7, Harlan Maguire dans Les Sentiers de la Perdition. Un personnage incarné par Jude Law, qui je pense après ça a plus ou moins flingué sa carrière. Car Jude Law jusqu'ici c'était un petit peu le jeune premier anglais qui perçait à Hollywood. On l'avait vu dans Gattaca, dans Existence, il était bien parti. Et puis un jour il a tourné pour Sam Mendes et il a incarné ce personnage, un personnage absolument hideux. Donc il a accentué sa calvitie, il s'est laissé pousser les ongles, il a des dents à moitié pourries, et puis bien évidemment c'est un gros psychopathe. Là aussi comme Frank Nitti, on a affaire à un tueur pour la mafia des années 30. D'ailleurs c'est marrant à quel point les années 30 ont produit dans le monde du cinéma un nombre incalculable de psychopathes, il faut le noter. En tout cas, Jude Law pour moi est juste parfait, car d'un côté il incarne un tueur à gages pour la mafia tout ça, et de l'autre, sur son temps libre, il est photographe. Et plutôt que de prendre en photo, je sais pas moi, des bagnoles, des animaux, des paysages, lui il prend en photo les cadavres. C'est son kiff. Et il y a un passage absolument horrible où il graisse la patte d'un flic pour prendre en photo un mec victime d'une attaque au couteau, pose son appareil pour immortaliser l'instant, et le truc c'est que le mec en question qui a le couteau dans le bide, il est encore en vie. Et plutôt que de le sauver, ou appeler une ambulance, plier les gaulets, se barrer, appeler quelqu'un, le mec il a le couteau dans le bide, il est en train de crever d'une hémorragie, et cette ordure vient le finir pour pouvoir prendre sa photo. En bref, vous verrez à chaque fois que Jude Law apparaît à la caméra, il est juste écœurant. Et je pense que c'est un rôle qui l'a plus ou moins freiné dans sa carrière, car après on a eu du mal à le voir autrement que dans ce qu'on avait vu dans l'excellent Sentier de la Perdition que je vous conseille. En numéro 6, on change pas une équipe qui gagne, on reste dans les années 30. Percy dans La Ligne Verte, naturellement fallait que j'en parle. Percy incarné par l'excellentissime et malheureusement trop rare Doug Hutchinson. On peut imaginer que sa carrière a été bousillée justement à cause de ce rôle de Percy dans La Ligne Verte, car là il incarne vraiment le vicieux lâche, fourbe, faible également. En tout cas, je tiens à saluer la performance de Doug Hutchinson, car il est juste excellent dans son rôle. Parce que tous les personnages du film ont le beau rôle. David Morse, il joue le colosse balèze sympa. Tom Hanks, il joue le gentil très gentil. Le regretté Michael Clarke Duncan joue le super ultra gentil. Mais si leur jeu d'acteur est correct, il n'est pas non plus exceptionnel. Alors que le jeu de Doug Hutchinson est exceptionnel. Tout comme celui de Sam Rockwell qui incarne Billy the Kid. Honnêtement, si je devais avoir un seul rôle dans un film, un court-métrage, un truc comme ça, je prendrais un personnage comme Billy the Kid. J'adore. Après, le truc avec Percy, c'est que c'est pas une malveillance vraiment... y a pas vraiment de méchanceté chez lui. C'est encore pire.
il est resté dans sa tête un gosse. Vous savez, le genre de gamin qui arrache les pattes des insectes, tout ça pour voir ce que ça fait, vous voyez le genre? Sauf que le mec fait ça à 30 balais quoi. En tout cas, mention spéciale pour Doug Hutchinson qui, après ça, a bousillé sa carrière étant donné qu'après il a pas pu faire autrement que d'être identifié à ce type de personnage. Mais vous inquiétez pas, le coco il a bien vécu et je vous invite à le découvrir dans Punisher Warzone où il joue un mec là aussi complètement déjanté. Jimmy le fera pas dingue je crois. Et il est juste excellent parce que vous le verrez ici se friter contre le Punisher, faire des trucs de parcours, lui mettre des pains dans la gueule. Il est juste génial dans ce rôle. Je pense que Doug Hutchinson a dû avoir des problèmes après suite à ce rôle parce que les gens c'est comme ça, hein, dès qu'ils aiment pas quelqu'un, ils font savoir. Une chose est sûre, il fallait des couilles pour incarner ce personnage là et surtout il fallait énormément de talent. Et Doug Hutchinson, je pense que du talent, il en a à revendre. En numéro 5, le Capitaine Vidal incarné par Sergi Lopez dans le Labyrinthe de Pan. Wow, ce mec est juste terrifiant. Il est aussi élégant qu'il est monstrueux. Tous ceux qui ont vu le film se rappelleront naturellement de la scène de la bouteille, je rentre pas dans les détails. En tout cas, à chaque fois qu'il apparaissait, j'avais comme une espèce de long frisson qui me parcourait le long de la colonne vertébrale, car après ce passage, au début on se dit, il doit être méchant, ok, il doit être radical, mais wow! Ah ouais! Je m'attendais pas à ce point-là, quoi. Ce personnage est définitivement un démon à visage humain, et Sergi Lopez, ici, nous livre la meilleure performance de sa carrière. En tout cas, à chaque fois que vous le verrez, après la scène de la bouteille, vous pourrez pas vous empêcher de vous dire wow, qu'est-ce qu'il va encore faire comme dinguerie, qu'est-ce qu'il va encore faire comme horreur, comme ignominie, comme atrocité. Enfin bref, Sergi Lopez, excellentissime dans le rôle du Capitaine Vidal. En numéro 4, il faut qu'on parle de Buffalo Bill du Silence des Agneaux. Alors le Silence des Agneaux, je tiens à vous le dire, je n'aime pas, je le trouve surcoté. La seule chose dont je me rappelle vraiment, c'est le jeu de Ted Levin en tant que Buffalo Bill. Parce que tout le monde parle d'Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, incroyable, dans le Silence des Agneaux, tout ça, ok, il est bon. Mais Ted Levin, en tant que Buffalo Bill, il est quand même 10 crans au-dessus, quoi. Rematez le film ou les scènes où il apparaît, vous allez voir l'ambiance, quoi. Le mec, il impose le malaise comme ça, et chaque fois que je le voyais, sans déconner, j'étais coincé sur ma chaise, je pouvais pas bouger parce que je me disais à chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va foutre? En tout cas, je pense que ce personnage devrait être réhabilité, surtout le jeu de Ted Levin. Pour moi, il était largement au-dessus de celui d'Anthony Hopkins. Ok, c'est pas le même style, j'entends bien, mais tout le monde a l'air d'avoir oublié que Ted Levin était juste excellent dans ce film. En tout cas, pour moi, Buffalo Bill méritait sa 4ème place, car c'est typiquement le genre de gars que vous avez pas envie de croiser en camionnette. En numéro 3, attention, on arrive sur la première place du podium. Frank Zito dans Maniac, personnage incarné par l'excellent Joe Spinell. Maniac a eu droit à son remake avec Elijah Wood, que je vous recommande pas, tellement c'est un film qui est horrible. Horrible dans le bon sens du terme, hein. C'est pas un nanar, c'est pas un navet, mais Elijah Wood y est juste terrifiant, et les scènes de mise à mort sont juste... En tout cas, le personnage de Frank Zito ici est un véritable pur vicieux, pur psychopathe. Le mec qui s'en prend qu'aux meufs, il les massacre de façon absolument horrible. Ce film porte en lui une ambiance vraiment glauque, vraiment angoissante, vraiment atroce, quand on est dans le New York des années 80, dans des ruelles sombres, dans le métro, c'est vraiment tout sauf hospitalier comme environnement, et on peut pas s'empêcher d'être pris d'effroi pour toutes les meufs qui sont prises en chasse par Frank Zito. D'ailleurs, là aussi, Joe Spinell a plus ou moins flingué sa carrière avec un personnage comme ça, parce que c'est compliqué après de revenir sur le devant de la scène en mode hey, coucou, je suis le mec qui massacrait des gonzesses dans Maniac. Et comme si ça suffisait pas, bien sûr, le mec joue hyper bien son rôle. En tout cas, ce film, il va vous mettre dans le mal, naturellement. Tout est angoissant là-dedans, tout est glauque, tout est sordide, c'est une véritable expérience. En numéro 2, Patrick Bateman, incarné par Christian Bale dans American Psycho. Fallait bien que j'en parle. Alors là, pour le coup, je vais tricher un peu, je vais davantage nommer le Patrick Bateman du livre, qui lui, pour le coup, est réellement le mal incarné. Et attention, le personnage est super bien joué par Christian Bale. Honnêtement, je reconnaissais le Patrick Bateman du bouquin quand j'ai vu le film. Par contre, le style de Mary Harron est beaucoup trop aseptisé, beaucoup trop gentil, beaucoup trop psychologique. Ça joue à fond sur le suggéré, bref, je trouve ça à chier, j'aime pas les trucs, vous savez, dissimulés, cachés, j'aime bien quand on montre les choses. En tout cas, si on fait abstraction de cette mise en scène, le jeu de Christian Bale, il est juste parfait. Là où le film, pour moi, est intéressant, c'est sur sa fin, c'est que, en gros, on pense que Patrick Bateman a inventé toutes ces saloperies, mais en réalité, je pense qu'il a vraiment tout commis, qu'il a vraiment tué des gens, mais le truc, c'est que comme il appartient tellement à une classe sociale supérieure, comme il fait partie de l'hyperclasse, il est couvert, on le protège, on masque ses conneries, on fait style qu'il a rien fait parce qu'il fait partie du monde, de l'entre-soi mondain, financier, tout ça. Donc comme il fait partie de la Dream Team, on n'y touche pas. C'est pas très explicite dans le bouquin, ce qui est davantage explicite, c'est les scènes de torture, les scènes de violence qui sont juste mais insoutenables. Ça n'a strictement rien à voir avec le film, mais vraiment rien à voir. Mais en tout cas, si Patrick Bateman, ou plutôt Christian Bale, arrive bien à incarner quelque chose dans ce film, c'est le vicieux avec un grand V. Car le mec prend plaisir à torturer, massacrer, brutaliser, humilier. Encore une fois, c'est encore pire dans le bouquin, c'est encore plus flagrant, c'est encore plus hardcore. J'ai envie de dire quelque part que le film, c'est un peu une sorte d'avant-goût. Une espèce d'avant-goût soft. En fait, c'est plus davantage conçu pour vous préparer psychologiquement avant la lecture du bouquin, qui là est vraiment... En tout cas, une chose est sûre, essayez de visualiser le pire du summum de la barbarie, je pense que vous serez encore à des années-lumière de ce que vous allez découvrir dans American Psycho, le bouquin.
Et enfin en numéro 1, un personnage que vous ne connaissez pas, que vous avez sans doute oublié, mais qui pourtant est inoubliable, malgré tout, c'est ça l'ironie. Je rééquilibre le niveau étant donné que j'ai un peu triché par rapport à Patrick Bateman, étant donné que je pensais davantage au Patrick Bateman du bouquin plutôt que le film. Pour le numéro 1, j'ai mis le personnage de Lizard de La Colline à des Yeux. Lizard, un personnage incarné par Robert Joy, un acteur canadien qui a quasiment eu que des seconds rôles, et il était juste excellentissime dans le rôle de Lizard. Notez d'ailleurs ce multiverse. En numéro 9, j'ai mis Billy Drago, qui joue lui aussi dans La Colline à des Yeux. Et en numéro 4, j'ai parlé de Ted Levin, qui se fait massacrer dans La Colline à des Yeux. Et en numéro 1, je pense à Lizard, qui là aussi joue dans La Colline à des Yeux. J'ai juste une chose à vous dire, regardez sa gueule. Voilà, regardez ça, franchement, c'est... Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Tous ceux et celles qui ont vu le passage de la caravane ne l'oublieront jamais. C'était très osé de la part d'Alexandre Aja de montrer une scène pareille. Je pensais que c'était même pas possible de montrer ça au cinéma. Mais pourtant, il l'a fait. Et Lizard ici incarne vraiment le... C'est même plus de la barbarie, c'est même plus du vice à ce stade-là. On est sorti carrément de l'humanité, on est même sorti du règne animal, on est dans autre chose. On est dans la malveillance la plus absolue. En tout cas, je vous invite à découvrir ou redécouvrir La Colline à des Yeux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, accrochez-vous bien, mais vraiment, hein. Et pour ceux qui l'ont vu, désolé, je vais faire ressurgir quelques scènes dans votre mémoire, quelques scènes que vous avez sûrement essayé d'oublier. Ne me remerciez pas. En tout cas, Robert Joy, ou plutôt le personnage de Lizard, méritait largement sa première place dans Stop. Ce qui est assez marrant, c'est que Robert Joy avait joué 2 ans avant dans Land of the Dead, où il incarnait un mec gentil, simplé, très tranquille, très chill, très gentil. Et 2 ans après, il incarne Lizard, qui est vraiment la quintessence même du vice, de la saloperie, de l'innommable. En tout cas, il méritait largement sa place dans Stop. Donnez votre avis dans les commentaires. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si vous kiffez le format. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, ciao!